moi, c'est le parcours. Voilà. J'étais content, les écoles de commerce, les trucs dans plusieurs pays. Waouh! Et j'étais un marketeer, j'avais un beau costume, j'avais un peu plus de cheveux. J'étais très heureux et très fier de ma profession de marketeer en entreprise avec des grands noms. Et un jour, je suis au bar avec un ami comme ça, et il y a deux personnes qui nous accostent et qui nous disent « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Alors nous, on dit bon, « On travaille dans le marketing pour cette boîte-là. » Et elles partent. Et mon copain, qui est plus intelligent, les rattrape et dit « Non, non, on plaisante, on est pompier. » Et là, elles ont 40 questions. Et je me dis, mince, il y a un truc qui ne va pas. J'avais l'impression d'avoir fait le parcours idéal, d'être le roi sur Terre, et en fait, je m'aperçois que ma profession, elle n'intéresse personne. Je travaille pour une marque qui est censée faire rêver les gens, et finalement, je leur apporte que de la désolation. Quand je donne le nom de mon métier, les gens partent en courant. Alors j'ai fait une petite analyse et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais passé des heures et des heures dans des meetings, à me planter des crayons dans la cuisse droite ou dans la cuisse gauche pour me réveiller. Il y a même quelqu'un, quand j'ai commencé ma carrière, qui me dit, tu sais, pour pas s'endormir en meeting, il faut s'asseoir sur ses mains. Et je me dis, mince, il y a une technique aujourd'hui pour pas s'endormir en meeting, c'est que ma carrière, elle va être particulièrement longue. Alors, vous savez, aujourd'hui, on nous dit, ouais, les millennials, dans les sociétés, il ne faut pas qu'ils s'ennuient, il ne faut plus qu'ils s'ennuient, ces gens-là, sinon ils vont partir, on ne va pas réussir à les recruter, on ne va pas réussir à les garder. Moi, je suis super jaloux. Je suis super jaloux parce que les millennials, ils ont énormément de chance, on s'intéresse à eux. Moi, on s'est dit, celui-là, il peut s'ennuyer toute sa vie, c'est pas grave. Surtout qu'en plus, ils ont quelque chose que nous n'avons pas, nous. Les millennials, ils ont ça. C'est-à-dire que quand vous êtes en meeting aujourd'hui, vous pouvez aller sur Zalando, vous pouvez aller sur LinkedIn, vous pouvez regarder vos mails. Moi, à l'époque, j'ai ça. Et 3 heures de meeting avec un Nokia à jouer au solitaire sous la table en essayant que le bruit ne vous réveille pas, honnêtement, c'est la galère. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Aujourd'hui, ce qu'on raconte aux gens, la façon dont on parle, la façon dont on se comporte, elle n'apporte plus de rêve aux employés comme aux clients. Comment je peux faire rêver les gens, mes consommateurs, en étant comme ça en train de jouer au solitaire? Ça ne fonctionne pas. Donc je me suis dit, on va travailler ce qu'on appelle le storytelling. Alors, j'ai bu des cafés et j'ai réfléchi. Vous savez, c'est super café, là. Ça, c'est pour être créatif. Tu vois, ça, c'est vraiment des sessions créatives, du mauvais café dans des gobelets où vous avez l'impression de boire du plastique liquide. Là, d'un coup, je suis devenu créatif. Et je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'on essaie de changer le comportement des gens, mais ça ne marche pas. Vous voyez, quand vous essayez de « arrête de fumer, écoute-moi », ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les gens ont leurs croyances, et ça, c'est le dessous de l'iceberg. Et donc, il n'y a que le storytelling, il n'y a que les histoires. Et Siegfried, j'ai adoré, cette histoire, elle change la vie des gens. Oui, bien sûr. Quand on change les croyances des gens avec une histoire, ça change. Alors, je vais vous donner un exemple. J'ai commencé à appliquer ça en entreprise. Je devais recevoir une agence créative qui venait de Londres pour les briefer pour une pub internationale. Et ils ressemblaient à ça. C'est pas une blague. Hein. C'est dans l'Eurostar, ils avaient tous sniffé, ils avaient des yeux comme ça. Et je leur dis, ces gens-là, je ne peux pas leur faire du PowerPoint, donc je leur mime les besoins de mon consommateur, de mon client. Je suis théâtral, je leur explique les souffrances de mes clients. Ils adorent. Mais là, j'ai le directeur de la société qui me dit à l'anglaise, « Merci beaucoup Cyril, très bonne prestation. » Là, je lui dis, mince. Il branche son ordinateur et il leur dit, écoutez, le briefing de Cyril est incomplet, il faut quand même que je vous présente les résultats de la société. Et on passe 1 heure en Arial 3, avec les yeux comme ça, alors eux à cause de la drogue, moi à cause de l'Arial 3, et je me dis, c'est pas vrai, il y a un souci. Donc là, le storytelling, il faut le voir d'une manière différente. J'ai eu la chance de commencer ma carrière, pas avec le même directeur, mais avec un autre directeur chez Coca-Cola en Angleterre, qui nous disait, on ne sauve pas le monde. On fait une boisson qui fait des bulles. À 18h, il passait dans les bureaux, il débranchait nos ordinateurs, il disait « Allez boire du coca, allez dans des pubs, allez vous amuser ». Pourquoi? Parce que vous vendez du rêve, vous vendez du plaisir. Et comment est-ce qu'on peut vendre un produit que l'on ne porte pas, que l'on ne boit pas, que l'on ne consomme pas? Quand vous regardez ça, c'est beau, c'est blanc, c'est immaculé, on achète tous une histoire. Regardez ça, il y a un joli village, tout ça, on a juste envie de se baigner dedans, c'est Cléopâtre. Il n'y a pas ça en magasin. Bonjour, on the go. Vous ne faites pas ça. Alors j'ai réfléchi, le storytelling, est-ce que ça date d'aujourd'hui? Non, c'est vieux comme le monde. Regardez Roméo. Roméo se met au balcon et dit, j'en profite, mon épouse est là. Tu es le soleil de mes nuits sans lune. C'est magnifique ce qu'il lui dit, Roméo. Mais la seule chose que Roméo a en tête, c'est ça.
Ça, c'est ce qu'il veut, Roméo. Hein. L'amour, c'est la reproduction, techniquement. Mais si Roméo vient et dit « Juliette, j'ai envie de me reproduire », ça ne va pas le faire. Il va prendre un pot de fleurs sur la tête. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'à l'ère du digital, ce que vous êtes, votre histoire, est beaucoup plus importante que celle que vous racontez dans les médias. On n'y croit plus personne n'y croit. Les gens ont accès à vous par Facebook, par LinkedIn, ils vous voient. Donc, quelle histoire vous racontez en interne ? Vous savez, Facebook est le premier pays au monde, vous avez LinkedIn qui est le 3e, Twitter est le 4e pays au monde. C'est fini cette époque où je communique sur TF1. Ça n'existe plus, TF1, c'est mort. Aujourd'hui, vous êtes visible. Et dans cette visibilité, vous allez devoir parler, et ça c'est le storytelling, le langage de votre client. On arrête de parler de soi. Je ne suis pas le plus grand. Si je suis grand, ça veut dire peut-être que je peux vous aider à attraper ce qu'il y a en haut. Et donc, mon storytelling va commencer à parler de vous. Je sais que c'est difficile pour vous d'attraper ça. Voulez-vous que je vous aide? C'est différent. C'est cette humilité-là. Avec un point d'ancrage. Qu'est-ce qui fait votre différence? On parlait de la mémoire tout à l'heure, je trouve ça fantastique. Ce qui fait qu'on va se rappeler de vous, c'est le petit détail. De toutes vos histoires, de toutes vos conférences, moi, elles m'inspirent toutes. Vous allez vous souvenir d'un truc et vous allez l'associer à la personne. Et ça, c'est très important. C'est ce que j'appelle la théorie de l'escargot. Alors, Siegfried, on n'aurait pas pu mieux le faire. Et on n'en a même pas parlé. Et je trouve ça magnifique. Qu'est-ce qui se passe quand on approche un escargot? Il rende ses antennes. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression que c'est la seule chose qu'on voit. Or, la seule chose qu'on voit, c'est ça. Ça, c'est votre charisme. C'est votre coquille. Et votre coquille, c'est tout ce qui a nourri votre vie. Et je vais terminer avec une toute petite histoire. Il me reste quelques secondes. J'ai la chance de donner cours en école de commerce et j'ai mes étudiants, ils viennent de plein de pays différents. Je leur demande, racontez-moi une histoire, vendez-vous. Je suis Noé, j'ai un arche, je vais en prendre 2. Racontez-moi votre histoire. Et là, il y a une jeune femme qui arrive et qui dit, ben voilà, moi je viens de Géorgie, j'ai été persécutée par l'armée, elle a été torturée, j'ai vécu dans des basements pendant des jours et des jours, enfin, elle n'a rien mangé. L'horreur. Eh bien, cette personne-là, elle arrête, elle a plombé l'ambiance. Je lui dis, elle est nulle ton histoire, là. Tu casses l'ambiance. Elle me regarde comme ça, on en rit. Celle d'après, elle vient, elle a presque les larmes aux yeux, elle dit « Mais moi, je viens d'une famille riche, j'ai fait des études, j'ai rien à raconter. Je suis désolé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» Et on a réussi à faire pleurer toute la salle avec juste le fait qu'elle savait jouer au basket. On a tous une histoire, on a tous un détail de notre vie, même si notre parcours, il est fantastique, il est doré, on a tous une aspérité qui fait que notre histoire vaut la peine d'être racontée. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée.